c'est votre jour de chance. L'on dit que le courage est la vertu cachée du politique. Apparemment, il faut en avoir beaucoup. Courage physique, courage psychologique, courage à proprement politique. Remplit-il tous ces attributs? Il est avec nous ce soir puisqu'il est arrivé dans l'actualité politique avec l'organisation de son congrès. Charles Blé Goudet est notre invité ce soir dans le cadre d'une émission spéciale que nous prenons plaisir à vous présenter. Merci d'être avec nous. Bonsoir chez vous. Bonsoir Christelle. Bonsoir André, bonsoir chez vous. Comme il l'a dit, aujourd'hui on parle avec Charles Blé Goudet. Un an donc après son retour, qu'en est-il de sa vision politique aujourd'hui André? Voilà un peu la thématique de notre émission ce soir. Christelle, pour interroger Charles Blé Goudet qu'on découvre déjà à l'antenne, nous avons donc ramené, c'est grâce à lui, puisque un confrère camerounais, analyste politique, est avec nous, parce que évidemment, vous le savez, c'est le congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, et donc le panafricaniste est représenté aujourd'hui par Dr David Eboutou. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir. Merci de me convier sur votre plateau. Toute ma sympathie renouvelée à l'ensemble du peuple ivoirien qui m'a chaleureusement accueilli depuis une semaine que je suis là. Toute ma sympathie également à l'ensemble de l'équipe du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Très bien. Qui a bien voulu me convier sur ce plateau. Et vous allez le faire savoir tout à l'heure à travers donc l'interview que vous allez lui adresser. Ensuite, Alain Toussaint est avec nous. Alain Toussaint, bonsoir. Merci d'être là. Élisée Bolobo est avec nous. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs. André. L'émission est installée. Nous allons vous retrouver juste après ceci. Le parti a été porté sur les fonds baptismaux pendant qu'il était encore dans les geôles de la CPI. Et depuis, beaucoup de choses se sont passées. Un premier congrès et puis un deuxième. Il est là aujourd'hui, le deuxième congrès auquel il participait pour la première fois. Et puis, il y a ce que vous savez, mais il y a eu un événement. Les Ivoiriens se demandent pourquoi ce congrès n'est-il pas allé au bout de l'ensemble de sa programmation. On écoute d'abord Christelle, nos concitoyens, et on revient avec notre invité. Comme l'État pense que, voilà, actuellement nous sommes dans une période sensible, donc plus de sécurité, donc il faut annuler. Il n'y a pas de problème, on peut accepter, puisqu'on œuvre toujours pour aller vers la paix. Donc l'objet d'accepter. Bon, c'est un Blé Goudet qui, je dirais, qui cherche ses marques, qui est là, essaie peut-être de conquérir un peu peut-être cette jeunesse qui, plus ou moins, l'a oublié pendant au moins 10 ans. C'est un enfant qui peut quand même aller de l'avant. Il est raisonnable maintenant. Sinon, auparavant, lorsqu'il était avec quelque chose, là, c'était pas fameux. Parce qu'on le voyait Blé Goudet par-ci, Blé Goudet par-là. Donc, ça faisait que, vraiment, les gens, ils avaient quand même le couteau tiré qu'il attendait au tournant. Donc, il a compris. Il a vraiment pris le bon côté. Moi, même s'il savait qu'il avait un meeting, peut-être qu'il serait. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'il fait pour le pays, tout ça. Il nous donne une autre date pour que nous soyons là pour le soutenir. Le niveau Blé Goudet qui est là, il est devenu sage maintenant. Il est devenu très sage. Et moi, j'aime ça. Je pense que nous sommes dans un pays démocratique. On ne doit pas empêcher chacun de s'exprimer quand même devant son public. C'est pas trop fair play, quoi. Nous sommes dans le processus de la paix. Nous devons suivre ce droit chemin-là. Bon, ce que je pense de l'annulation du meeting de Charles Blé Goudet, pour moi, c'est pas correct, au fait. Vu ce que nous avons vécu de 2010 jusqu'à maintenant, bon, je pense bien que l'expression devait être un peu libre pour chaque citoyen. Vu qu'il a été près de 10 ans loin du pays qu'il est arrivé, bon, normalement, on devait le laisser s'exprimer pour voir au moins ce qu'il pense réellement. Le nouveau Blé Goudet, je pense que ça va. L'image qu'on avait de lui, c'était quelqu'un de peut-être de brutal, des choses, mais maintenant on voit un peu quelqu'un un peu plus apaisé, voilà, qui est beaucoup dans les proverbes. Donc ça nous va pour l'instant. Vu qu'il n'est pas trop dans la politique, il est dans la politique mais pas trop, bon, ça peut aller pour nous. Pour l'instant, ça va. Les Ivoiriens se sont donc exprimés, ils m'ont devancé même en pensée. Blé Goudet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Le général de la rue qu'on avait connu il y a 10 ans est littéralement en train de changer de ton et de veste pour devenir peut-être le futur homme politique de 2025. Merci. Un plaisir.
Ma démarche n'est pas étrangère à l'évolution humaine. Je vous connais, Christelle. Vous avez même changé de boîte. Vous évoluez. Je connais la plupart de ceux qui sont sur ce plateau. Quand on est enfant, il y a ce qu'on fait. Quand on est jeune, il y a ce qu'on fait. Et quand on est adulte, il y a aussi ce qu'on fait. Donc tout ce qui a été dit ne choque pas du tout mon ego. Il a changé, il a évolué. Cela veut dire que je suis un être normal. Et donc, vous avez parlé des généraux de la rue. La Côte d'Ivoire était en guerre. Et on oublie souvent de le dire. La Côte d'Ivoire était en guerre. En face, il y avait des gens qui n'avaient pas de fleurs. Ils avaient des fusils. Et moi, j'étais dans la rue avec la masse pour dire non aux armes. Aujourd'hui encore, moi, je suis heureux que quand je disais non aux armes hier, ceux qui ne comprenaient pas, ils m'ont rejoint et ensemble, aujourd'hui, on dit non aux armes. Très bien. Eh bien oui, je suis passé par le four. La farine est devenue du pain. C'est normal qu'elle ait changé. Très bien, le premier proverbe est sorti. On va en avoir quand même toute une panoplie. Alain Toussaint, vous avez pris votre petit calepin pour noter les proverbes, mais vous n'allez pas commencer par ça. Non, ça y est. Évidemment, c'était un événement important pour le COJEP. L'actualité nous l'a ramené. Ils ont décidé de l'arrêter. Première question, Alain Toussaint. Alors Charles Blé-Goudier, est-ce que vous avez compris les raisons avancées ou invoquées par les autorités pour empêcher la tenue de votre meeting du 26 novembre? Merci, M. Alain Toussaint. Les autorités sécuritaires, juste après notre cérémonie d'ouverture, elles nous ont appelés, notamment le directeur général adjoint chargé de la sécurité. Elle nous a appelés, a demandé à voir le président du comité d'organisation, Joël Poté, qui est allé en notre nom à tous. Quand il revient aux environs de 16 h, il me donne la nouvelle, pas bonne. Pour des raisons sécuritaires, pour des risques, la police de Côte d'Ivoire nous demande d'annuler notre meeting sans toute autre forme de procédure. C'est ce qui m'a été dit. Nous avons demandé à délocaliser le meeting à l'intérieur du pays. Cela nous a été refusé. Même les matchs de Maracana que nous devions jouer le samedi soir à la place CP1 pour mettre tout le monde dans l'ambiance, ils ont dit que tout cela était risqué. Moi, dès l'instant où on parle de la sécurité des Ivoiriens, tout s'efface. Pour moi, les Ivoiriens ont trop souffert. Ils ont été traumatisés. On parle d'autorité policière, donc les grosses oreilles de la Côte d'Ivoire. Il y a certainement des informations qu'eux, ils avaient, que moi, je n'ai pas. De cet instant, c'était à moi, en tant que leader, de trouver les mots, la morgue dans l'âme, mais de trouver les mots pour pouvoir convaincre mes camarades. Et je voulais saluer ici leur discipline, leur sérénité. Voilà ce que je sais. Est-ce que ce n'était pas une manœuvre pour vous empêcher de mobiliser vos supporters et de passer un message à destination des Ivoiriens? Nous sommes quand même à moins de 2 ans de l'élection présidentielle. Moi, je n'ai pas tout de suite pensé à une manœuvre. Je n'ai aucune raison de croire que les autorités de mon pays pourraient biaiser avec moi. Pour moi, c'est dans la confiance qu'on construit un État, même qu'on est d'obédience différente. Est-ce que vous estimez que vous inspirez confiance justement à ces autorités? Moi, je n'ai pas à inspirer confiance à qui que ce soit. Il y a ceux qui dirigent le pays et il y a ceux qui sont les opposants. Et c'est ensemble qu'on nous appelle les autorités politiques de ce pays. Moi, je ne suis pas un agent du gouvernement ivoirien. Je veux que cela soit très clair. Je suis un opposant, président d'un parti politique. J'organise mes activités comme tout le monde le fait. Un opposant obéissant? Non, je suis républicain. Et je suis constant. Hier, j'étais dans la rue pour le respect des institutions de la République. Vous savez, un enfant qu'on va prendre dans une semaine sur sa poitrine, il faut éviter de le jeter dans la boue, de peur de vous salir après. Demain, je vais diriger la Côte d'Ivoire. Je veux qu'on respecte mes décisions de demain. Dès maintenant, ça s'apprend. C'est ce que j'essaie de faire. Très bien. Mais c'est plus tard. C'est plus tard, Alain. C'est plus tard que je vais constater que le même week-end... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Où on vous interdit On m'interdit parce qu'il y a un risque. Je vois qu'il y a des activités sportives, notamment le mini-marathon d'Abidjan, qui drainent donc du monde. C'est ça. D'un point A à un point B. Je constate qu'il y a des concerts. Donc ici, au niveau culturel, je constate aussi qu'il y a des activités politiques qui drainent beaucoup de monde. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à m'interroger. Jusqu'au moment où je suis assis devant vous, je ne juge pas, je m'interroge. Pourquoi on n'interdit pas aux autres? Pourquoi moi?
Ça, c'est la question que vous posez. On va permettre à un premier observateur, donc David Eboutou, de vous interroger là-dessus. Oui, en même temps que je salue la posture de l'homme politique de Charles Blé Goudé, parce que j'étais à ce congrès, et bien que étant en posture d'invité spécial, parmi les invités spéciaux qui sont venus d'une dizaine de pays africains, je suis rentré à l'hôtel et c'est avec les autres que nous avons suivi la déclaration tard dans la nuit de ce que effectivement le meeting populaire n'aurait plus lieu. Moi, je voudrais savoir, je voudrais demander à Charles, s'il pense que ce n'est pas sa posture de quelqu'un qui est encore sous le coup d'une certaine condamnation. Comme on sait, je crois que Charles draine encore à ce jour 20 ans d'emprisonnement ferme. Est-ce que cela fait qu'aujourd'hui, les autorités ivoiriennes n'ont pas encore totalement cru en sa nouvelle posture d'homme politique qui veut s'engager politiquement, qui veut contribuer efficacement à la marche pacifique de ce pays? Est-ce qu'il y a encore voilà, un regard de haut qu'on jette sur Blé Goudé? Est-ce qu'aujourd'hui Charles pense que voilà, il pose encore quelques doutes dans l'esprit de l'autorité ivoirienne aujourd'hui? On va permettre à Charles Blé Goudé de répondre. Voilà un peu globalement la question. Est-ce que Charles pense qu'il est une menace concrètement dans l'esprit de l'autorité gouvernante en Côte d'Ivoire aujourd'hui, au vu justement de la condamnation qui pèse encore sur lui? Est-ce que tout ça est lié? Mais moi, je vais vous décevoir, parce que je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi? C'est parce qu'on veut agresser quelqu'un, il va se plaindre au commissariat, on lui demande pourquoi on l'a agressé. On ne va pas me faire subir un procès parce qu'on a annulé une manifestation dûment autorisée à la mairie de Yopougon où l'événement devait se tenir. Nous avons écrit, nous avons fait une demande. J'ai avec moi l'autorisation du maire. C'est ça. J'ai échangé avec le directeur général de la police. Une unité a été dégagée en lien pour pouvoir sécuriser la manifestation. Dès cet instant, moi, je n'ai plus à subir un procès. Il faut plutôt demander aux autorités pourquoi c'est ainsi. Parce que l'exercice auquel vous êtes en train de nous soumettre, il n'est pas correct. Et on agresse quelqu'un chez lui à la maison, il va se plaindre au commissariat. On lui demande d'expliquer pourquoi on l'a agressé. Charles Blé Goudé, on veut juste comprendre votre état d'esprit par rapport à cette décision. Est-ce que vous avez quelques faisceaux de raison de la part de ces autorités? C'est un peu ça. Non, monsieur André Bois. Je dis, je fais confiance aux autorités. Pour moi, la parole d'une autorité ne doit pas être mise en doute. Très bien. Parce qu'elle pèse, s'il vous plaît. Dès l'instant où l'autorité sécuritaire me dit il y a un risque, moi je crois. Et je le prends pour agent comptant. Parce qu'on ne joue pas avec la parole d'un homme qui de plus gère la sécurité des Ivoiriens. Les Ivoiriens, pour moi, sortent d'une sorte d'un traumatisme. Et rien ne viendra contrarier cela. Et qui viendra de moi. Ça me suffit. C'est plus tard, quand je constate, je le répète, que je me rends compte qu'il y a d'autres activités politiques, culturelles, sportives qui ont lieu dans le même espace. En ce moment, je m'interroge. Vous vous interrogez, mais il faut à un moment qu'on essaie de répondre à la question. Est-ce qu'Élysée va nous permettre d'avoir une réponse? Non, moi je voudrais déjà, avant tout propos, rassurer Charles Blé Goudé. Sur le plateau ici, personne n'a l'intention, ni à un moment, ni à un autre, de pouvoir lui fait dire des choses qu'il n'a pas envie de dire. Ce n'est pas ça le but de notre exercice. On veut vous interroger sur ce que les Ivoiriens attendent et c'est ça le but de notre exercice ce soir. Qu'est-ce qu'ils attendent? Sur cette question, je voudrais vous poser la question suivante. Vous savez, et ce n'est pas à moi de vous l'apprendre, vous êtes un citoyen ivoirien et cela vous donne le droit de demander aux autorités des explications sur une décision prise. Pourquoi, 72 heures après, est-ce que la démarche a été faite auprès des autorités pour en savoir un peu plus sur l'annulation? Parce que j'estime que c'est un droit qui vous appartient, au moins d'en savoir un peu plus. Est-ce que la démarche a été faite? Si elle n'a pas été faite, est-ce que vous l'envisagez? Bien sûr que je suis un citoyen qui respecte bien les procédures qu'il faut. Dans un premier temps, moi, j'ai obtempéré. Monsieur Élysée, dans ce pays, notre histoire, elle est récente. Au refus de vouloir obtempérer aux décisions des autorités politiques et sécuritaires relativement à l'annulation de meetings ou de marches, je sais ce que mon pays a vécu. Il y a des partis politiques dans ce pays auxquels des marches ont été interdites et qui ont refusé d'obtempérer. Il y a eu des morts, le sang a coulé. Moi, je ne veux plus de ça. Je pouvais dire non, parce que c'est une grosse manifestation qui a été préparée, avec beaucoup d'énergie. Ceux que vous voyez là derrière moi, ils viennent de Paris, ils viennent des États-Unis. Celui qui est là, il vient de l'Afrique.
c'est une grosse frustration. C'est beaucoup de moyens financiers qui ont été engagés. Personne ne nous a aidés. Nous avons cotisé notre argent. Tout ça est à l'eau aujourd'hui. Il faudrait que moi, d'abord, dans un premier temps, je trouve les mots nécessaires, je fasse preuve de leadership pour pouvoir calmer mes amis. C'est ce que j'ai fait. Très bien. Maintenant, la suite que vous me demandez, nous sommes aujourd'hui, je crois, lundi, non? Vous allez faire une démarche? Ah ben oui, bien sûr, sans colère, sans animosité, parce que je pense qu'on peut faire les choses autrement. On n'est pas obligé d'entrer en conflit. C'est un meeting parmi tant d'autres. Très bien. Maintenant, quelles sont les raisons d'annulation? Ça, on n'a pas besoin d'être violent, d'être coléreux pour le demander. Calmement, je le ferai. Voilà le temps que ce temps-là arrive, vous avez quand même effectué votre congrès. Parce que ça, il faut commencer à en parler. Parce que le congrès a eu lieu, il y a eu des décisions qui ont été prises. Vous avez été réélu. Ça, c'est la première grosse information quand même de ce congrès. Il faut en parler. Comment vous vous sentez aujourd'hui avec ce renouvellement de confiance de vos amis, de vos camarades? Merci. D'abord, saluer mes camarades qui ont été résilients, qui m'ont attendu pendant 12 années. Le COJEP n'a pas subi de fissures. Il n'y a pas un COJEP A, un COJEP B, à l'absence du leader. D'abord ça, je voulais saluer cette posture. Ensuite, ils ont organisé mon retour et maintenant ils me portent à la tête du parti par une élection. Je me sens remis en confiance. Et tout ce que je peux dire, c'est d'appliquer la feuille de route qu'ils m'ont donnée. Ils se sont mobilisés. Ils sont venus de partout. Ils ont financé leur congrès eux-mêmes. On n'a pas l'habitude d'assister à ça dans ce pays. C'est toujours des pontes qui sont là, qui donnent des milliards. Ici, c'est 1 + 1 qui fait 2 au COJEP. Et moi, je voudrais saluer cette posture-là. Je me sens en confiance, je suis heureux. Alors, quels sont les grands axes, merci Christelle, quels sont les grands axes de cette feuille de route et jusqu'à quelle échéance vous mène-t-elle? D'abord, restructurer notre parti. Qui, d'abord, il faut le dire, a été un mouvement politique et qui se transforme en parti politique pendant que son leader n'est pas là. Il fallait donc se battre, d'abord, pour obtenir la libération du leader, l'accueillir. On passe maintenant à une autre étape, conquérir le pouvoir d'État. C'est pour cela que nous avons créé le COJEP. Et ça, il faut le faire. Si vous n'êtes pas structuré, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas une ligne idéologique, si vous n'avez pas un projet de société, si vous n'avez pas une vision, vous ne pouvez pas y arriver. Je pense que ce qu'aujourd'hui j'ai à faire comme mission, c'est de restructurer le COJEP et mettre mes amis en ordre de bataille pour aller vers les Ivoiriens et partager avec eux ce que nous avons comme vision. Vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure. Vous aviez dit qu'après, c'est de structurer et faire avancer. Tout à l'heure, vous avez dit la prochaine étape pour un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Tout de suite, Charles Blé Goudé, êtes-vous candidat en 2025? 2025 ne se passera pas sans moi. Je vous le dis sur ce plateau. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on met dans cette phrase? Désormais, pour écrire la nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut compter avec Charles Blé Goudé. Ça veut dire quoi? Vous n'expliquez pas encore. Oui, mais je vais vous expliquer. Le problème qu'on a dans ce pays, c'est que les gens pensent que leur agenda est le nôtre. Je suis leader d'un parti politique. J'ai pris tout le temps pour me construire. Rien ne m'a été légué. Absolument rien. Le COJEP est né dans la douleur. Nous nous construisons dans l'épreuve. Je dis, 2025 ne se fera pas sans nous. Oui, mais cela veut dire clairement qu'en tant que parti politique, nous nous organisons pour être présents aux différentes échéances qui auront lieu en 2025. Très bien. Maintenant, vous avez un problème. Vous figez tout sur la personne de Charles Blé Goudé. Non, ce n'est pas un problème, c'est juste des préoccupations. Je considère que tous ceux, hormis les elders, qui sont le président Gbagbo, le président Alassane Ouattara, malheureusement le président Bidé nous a quittés, hormis ces deux elders, tous ceux qui pensent avoir la malice de se cacher derrière ces leaders pour pouvoir se positionner pendant que nous nous enchaînons, je leur dis sur ce plateau qu'ils se trompent. 2025 ne se passera pas sans nous. Il faut que cela soit très clair. On va essayer de mieux comprendre. Quand vous dites que tous ceux qui vont se cacher derrière ces deux elders, bon, elders c'est en anglais, qui veut dire voilà, des anciens. Expliquez, ça veut dire quoi? Des gens qui vont les utiliser comme des appâts, ou ils doivent venir de façon frontale dire je suis candidat de ces partis-là?
2025 ne se passera pas sans nous. Ça devient générique. Je peux réagir. Monsieur Blake Goudé, quand vous dites 2025 ne se passera pas sans vous, moi, Élisée, qui suis sur ce plateau, je peux dire que 2025 ne se passera pas sans moi parce que je suis militant ou bien parce que je suis un citoyen et je dois voter. Exactement. Donc, quand vous dites que 2025 ne se passera pas sans vous, soyez plus précis. Est-ce que ça ne se passera pas sans vous en tant que candidat à l'élection présidentielle ou ça ne se passera pas sans vous parce que vous êtes un acteur politique et à ce titre-là, vous allez certainement participer à la vie politique? Permettons à notre invité de répondre. Je suis déjà en plein dans la vie politique. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis allé vers les Ivoiriens. Parce que pour moi, c'est eux les seuls juges. Première bataille à mener, quand on sortit du Congrès, c'est de doter la Côte d'Ivoire d'un organe électoral crédible. Pour permettre aux Ivoiriens de recevoir en retour le vrai choix qu'ils ont fait dans les urnes. Parce que cette commission électorale, sous cette forme, je l'ai toujours dénoncée et je continue de la dénoncer. Elle ne permet pas l'alternance. Donc c'est une première bataille à mener. Deuxième bataille à mener, c'est de faire en sorte que le COJEP puisse compter ses militants. Vous avez parlé de vous en tant que simple citoyen. Monsieur Élisée, je ne suis pas un simple citoyen. Sinon, je n'aurais pas attendu 3 ans avant d'avoir un passeport. Je ne suis pas un simple citoyen. Sinon, on n'aurait pas autorisé des manifestations politiques à certains et me les interdit. Je ne suis pas un simple citoyen parce que je suis sur ce plateau, sur une émission spéciale. C'est à ce titre-là que je dis 2025 ne se passera pas comme moi. Je n'ai pas créé le COJEP pour être maire. Je n'ai pas créé le COJEP pour être député. Vous l'avez créé Je veux être président de la République du Côte d'Ivoire. Très bien. Et c'est ce que je dis. Ouais. 2025 ne se passera pas sans moi. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire que je n'ai pas encore dit? Non, non, non. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit enfin. Vous l'avez dit enfin. Mais je l'ai toujours dit. Je n'ai jamais cassé. On va permettre à je viens un jour diriger ce pays. Très bien. Et ça peut commencer en 2025. Le problème que vous avez, c'est que vous voulez mettre des chiffres dans ma bouche. Non, 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 non. Charles Blake Goudé, la question est simple. Est-ce que ça peut commencer en 2025? C'est oui ou c'est non? C'est juste ça. Moi, je sors à peine d'un congrès. Vous m'avez demandé quels sont les grands axes et les décisions du congrès. La première des choses que je vous dis, que ce congrès m'a chargé, 2025 ne se passera pas sans nous. Très bien, Alain c'est très clair, je crois bien. Je comprends le message un peu subliminal aux autorités, puisque sur vous pèse une condamnation de 20 ans qui vous prive de vos droits civiques et politiques. Est-ce à dire que vous allez vous engager, comme l'avait indiqué l'autre, concernant notamment l'ex-président Laurent Gbagbo, dans la bataille pour recouvrer l'entièreté de vos droits qui vous feront justement être candidat en 2025? Non, moi je n'ai pas de bataille. Non, monsieur Alain, moi je n'ai pas de bataille engagée pour recouvrir ces droits. Je vais vous expliquer les choses. Nous sommes en 2014. Nous sommes le 21 mars 2014, précisément, comme vous aimez bien les dates. Très bien. Les autorités de mon pays organisent donc une audience au palais de justice de Côte d'Ivoire. Décision est prise d'envoyer Charles Blake Goudé à la Cour pénale internationale. Parce que, selon les informations qui nous ont été données, la justice et les juridictions de la Côte d'Ivoire ne sont pas encore totalement prêtes pour que j'ai un procès équitable. Je devais donc répondre des faits relatifs à la crise post-électorale de mon pays. Tous les faits. Je suis allé à la CPI. J'ai fait l'objet d'un procès. J'ai été acquitté de ces faits. Et puis après, on me condamne à 20 ans en Côte d'Ivoire. Je peux comprendre. Mais je le dis, c'est une décision politique. Très bien. Il y aura une solution politique. Pour cela, je n'engagerai aucun combat pour pouvoir recouvrir ces droits-là. Comment ça va se faire? S'il vous plaît, est-ce que vous allez me laisser parler? Non, vous allez terminer. Est-ce que vous allez me laisser parler? Il va être quand même politique. Non, c'est vous qui allez me laisser parler. Bon, allez-y. Allez-y. Alors, je dis que ça aura une solution politique. Il y a une seule personne qui a cette carte à main. La personne s'appelle le président Alassane Ouattara. C'est lui qui le fera. Et je dis, il va prendre une solution politique. Maintenant, comment je vais le faire? Vous n'allez pas me demander sur ce plateau de venir exposer. Je parle d'un chef d'État, je parle d'un leader politique. Je dis qu'il aura une solution politique. Pour moi, quand on dit qu'il faut tourner la page de la crise post-électorale, je dis ici sur ce plateau, il faut la tourner. Très bien. Il faut éviter de traîner encore les résidus émotionnels de cette crise-là. C'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud a tourné cette page. Nelson Mandela est quitté en prison. S'il vous plaît, il n'a condamné aucun Sud-Africain blanc. Non, permettez qu'on vous pose des questions parce que c'est important, parce que les Ivoiriens nous regardent, ils ont envie quand même que vous puissiez nous répondre à nos questions. Et la question, c'est un combat quand même, malgré tout. Que ce soit en justice ou en politique, quand même, vous avez un processus que vous allez effectuer vis-à-vis du pouvoir. C'est la question qu'on vous pose. Mais je vous réponds tout de suite.
Et on n'a pas à s'énerver. Oui. Je dis que, parce que quand le président, monsieur Alain a parlé de combat, il a fait une comparaison d'options de combat. Mon option est très claire quand je venais en Côte d'Ivoire. Je suis dans une logique de dialogue. Je suis dans une logique de négociation. Je suis dans une logique de pondération. Pour moi, on ne sait pas sur tous les sujets qu'on se querelle. Il est encore possible que cette page-là soit tournée. Donc il y aura une négociation entre vous et le pouvoir. Mais bien sûr. Très bien. Vous appelez le gouvernement, vous appelez le président de la République à négocier, à discuter. Mais bien sûr, à ouvrir ce dossier, à le regarder de très près et de faire en sorte qu'on ne puisse pas priver la Côte d'Ivoire d'une intelligence dont elle peut avoir besoin. Les autres qui sont en train de préparer leur dossier pour pouvoir participer à la vie politique de la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien de plus que moi. Je veux aussi participer à la vie de mon pays. Très bien. David Eboutou, vous regardez tout ça, ça ressemble un peu à une petite querelle ivoiro-ivoirienne. Vous posez la question, quel type de réaction vous pouvez avoir par rapport à tout ce qui a été dit là par Blé Goudé tout de suite Je crois que c'est un appel à la hiération politique, à la décrispation politique. Je crois que quand on a suivi bon nombre de leaders ivoiriens sur des médias internationaux, tous vont dans le sens de rappeler que l'histoire douloureuse qui a marqué ce pays devrait être tournée. Et cette page-là devrait être tournée et que, effectivement, les acteurs pluriels de ce pays, aussi bien au plan politique qu'au plan socio-culturel et autres, devraient travailler à tourner cette page définitivement. Et je crois que nous avons là en face un leader qui s'est engagé résolument depuis son retour de La Haye à travailler dans ce processus-là. Nous avons suivi avec beaucoup d'admiration le travail qu'il a mené. Je crois que vous venez d'assister ici à des élections régionales, quelque chose comme ça. Et nous avons vu qu'il a lancé une opération qui va dans le sens d'appeler les Ivoiriens à ne pas créer des bellicosités, des rixes, etc. autour des élections. Et je crois que ça s'appelait un mouvement zéro mort, zéro blessé. C'était un mouvement bien salué chez nous, parce que c'est des dynamiques en réalité qui contribuent effectivement à asseoir la paix, parce qu'en réalité, la paix n'est pas quelque chose d'acquis, mais quelque chose qui est un processus. Et quand on parle de quelque chose qui est en processus, il faudrait bien qu'on accepte que tous les acteurs endogènes viennent contribuer à cette construction. Ce commentaire que vous faites, est-ce que vous finissez par une question ou pas Oui, une question certainement. Est-ce qu'aujourd'hui, mon ami Charles Blé Goudé voudrait aujourd'hui, s'il y a une discussion face à face avec l'hégémon central de ce pays, M. Alassane Ouattara, s'il y a une discussion où il y aurait des conditions qui pourraient venir du pouvoir dans le sens de lui faire renoncer à certaines choses, est-ce que M. Charles Blé Goudé serait prêt à accepter quelques compromis Permettons-lui de répondre. À quoi est-ce que vous êtes prêt à renoncer dans le cadre d'un dialogue avec tout en sachant qu'entre compromis et compromission, il y a bien un hiatus. Il va nous répondre. Et on parle de l'union de la gauche, juste derrière. Je voulais juste dire que vous n'allez pas rentrer dans la tête du président Ouattara ou des autorités ivoiriennes. Les supputations, il faut éviter de les faire pour ne pas biaiser ce qui pourrait se passer après. Voilà, on parle là d'un chef d'État ou d'un gouvernement en face avec un opposant. Laissez les choses venir. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc déjà, on retient que vous êtes prêt à discuter sur ces sujets-là. Mais bien sûr que je dis tout doit se régler par la voie du dialogue. Élisée Boloubeu. C'est un choix que j'ai fait. Et d'aucuns disent c'est parce qu'il est condamné à 20 ans qu'il parle de dialogue. Mais il se trompe. Alors là, il se trompe. Qu'est-ce qui vous pousse à parler de dialogue? Mais parce que j'ai fait l'analyse, j'ai fait le diagnostic de ce qui est arrivé à mon pays. Et je pense que c'est sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale que l'Europe a été construite. Et partant de là, je dis attention, il faut faire les choses autrement. Très bien. Il n'y a aucune place pour le hasard dans ce que je suis en train de faire. Jour pour jour, heure pour heure, dans ma cellule de prison, j'ai tout conçu avant de venir en Côte d'Ivoire. Il faut que cela soit clair. Je me suis engagé dans cette voie parce que j'ai eu 12 ans pour penser et pour réfléchir. Élisée. Belle transition, je dirais. M. Charles Blé Goudé, avec son bâton de pèlerin, désormais, ou pas désormais, qui a toujours porté le fardeau de la paix, vous arrivez dans un environnement où tous vos anciens amis sont à couteau tiré, où la gauche est quasiment divisée. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous et quelles sont les démarches que vous pouvez entreprendre dans la perspective, bien évidemment, de réunir la gauche? Pour en rajouter à ce que vient de dire Élisée, lors de votre propos préliminaire au Congrès, vous avez eu des mots assez durs pour une partie de la gauche. Quand vous en félicitiez, donc la présidente Simone Gbagbo, le président Afi,
est-ce que finalement vous pouvez faire partie de la solution au niveau de l'union de la gauche? Ou être le leader de la gauche ivoirienne? Non, le président Laurent Gbagbo est encore en vie. Donc je ne peux pas être le leader de la gauche ivoirienne. Quelle que soit la longueur et la hauteur des oreilles, elles ne peuvent jamais dépasser la tête. Dans les proverbes, hein? Et il faut que... Donc moi, je connais ma place. Je lance juste un appel. Je dis, faisons attention. À vouloir diriger chacun son clan contre les autres. C'est ça le problème. Vous voyez, en France, il y a les Verts, il y a les communistes. Il y a aujourd'hui, la France est soumise. Et puis il y a les socialistes. Mais ce ne sont pas des gens qui vivent en animosité. Ils vont aux élections au premier tour. Cette union est-elle possible ou pas? S'il vous plaît. Oui. Vous savez, l'histoire des autres peut nous servir d'exemple. C'est pourquoi je parle. Je n'ai pas cité n'importe quel pays. J'ai cité la France. Oui. Ici, on peut rentrer dans une gauche plurielle qui n'est pas obligée de se livrer un spectacle comme ce que je vois ici. C'est pourquoi j'appelle d'abord à ce que nous puissions nous parler. J'étais heureux d'être assis où? Entre le président Pascal Affi-N'Guessan et la première dame Simone Gbagbo. Moi, je les ai tous connus dans les girons de Laurent Gbagbo. Je souhaite qu'on puisse se parler. Cela est encore possible. Mais même au-delà de la gauche, parce que l'idéologie ne dirige plus le monde d'aujourd'hui. Il faut donc réunir les Ivoiriens, réunir l'opposition dans son ensemble. On n'est pas obligé de parler d'une seule voix. On peut parler d'une même voix. Vous parliez du président Laurent Gbagbo, il est toujours en vie, il est le leader de la gauche, selon vos propos. Est-ce que vous avez renoué avec lui et quels sont vos rapports avec lui aujourd'hui? Mais je ne vais pas ravaler ce que j'ai craché. J'ai dit ici sur ce plateau, et je vous ai même supplié, ne me posez plus jamais cette question. Pourquoi? Parce que ça me gêne que publiquement je puisse toujours parler de celui que je considère comme mon père. Je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Très bien. Voilà. Ce monsieur a tout donné à la Côte d'Ivoire en ce qui nous concerne. Moi, si je parle aujourd'hui de COGEP, c'est le multipartisme. Gbagbo a mené ce combat. Je ne veux plus parler de lui sur des plateaux. Si on doit parler, on parlera de ça à d'autres occasions et on n'est pas obligé de le faire devant des caméras. Il nous reste deux minutes, parce qu'on profite de la présence donc, de David Eboutou pour parler du panafricanisme, que ça fait partie quand même de l'appellation de votre parti. Avec ce à quoi on assiste aujourd'hui, vous pourriez après poser une... À d'autres occasions et on n'est pas obligé de le faire devant des caméras. Il nous reste deux minutes, parce qu'on profite de la présence donc, de David Eboutou pour parler du panafricanisme, que ça fait partie quand même de l'appellation de votre parti. Avec ce à quoi on assiste aujourd'hui, vous pourriez après poser une question si vous le voulez bien. Est-ce que le panafricanisme a encore un sens pour les peuples africains, entre la façon dont on se déchire sur cette notion? L'Union européenne n'a pas été construite en 2 jours. Pas du tout. Voilà. Donc je voulais d'abord dire que tout est une question de processus. Ça a commencé. Il y a eu d'abord le groupe de Casablanca, et il y a eu le groupe de Monrovia, le groupe de Casablanca qui voulait absolument une fédération à l'échelle continentale. Et puis à côté, le groupe de Monrovia qui n'a pas voulu qu'on laisse de côté les intérêts de l'État. Mais finalement, vous allez voir qu'en 1963, le groupe de Monrovia l'a emporté et l'organisation de l'unité africaine a vu le jour. Tout progresse seulement. Ce qu'il faut éviter, c'est un panafricanisme de rejet. Un panafricanisme réactionnaire. Ça veut dire... Je veux dire que l'Afrique se réunit contre les autres. Non, on ne se réunit pas contre quelqu'un. On se réunit pour soi-même d'abord, pour qu'on nous respecte, pour que nous-mêmes, on puisse exploiter le chemin, le marché que nous avons. Monsieur André, l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. 2 fois l'Europe, qui fait 700 millions. L'Afrique, c'est près de 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est un sol et un sous-sol riche. Mais une population pauvre qui vit sous ces richesses. Quelles que soient les compétences que nous avons, quelles que soient les richesses que nous avons, si ce n'est pas soutenu par une vision, l'Afrique ne peut pas bouger. Vous êtes heureux ici en Côte d'Ivoire. Oui, je vais à Dubaï. Oui, je m'en vais à Abu Dhabi. Ce n'est pas Dieu qui a construit Dubaï. C'était un désert qui était construit sur la base d'une vision. Moi, je souhaite. Et c'est ce que nous faisons. Et Eboutou est là. Nous nous sommes réunis. Nous voulons d'abord aller étape par étape. Ceux qui sont venus ici à Abidjan sont des décideurs, sont des députés, ce sont des ministres que j'ai convoqués. Nous nous sommes réunis, il faut aller étape par étape. Nous avons créé une conférence des présidents et petit à petit, nous sommes en train d'avancer d'abord pour amener nos dirigeants à comprendre qu'il n'est pas normal qu'un Camerounais pour venir en Côte d'Ivoire prenne un visa. Moi, je suis parti de Paris jusqu'en Hollande. C'est juste une pancarte qui me dit que j'ai quitté la France, que je suis en Belgique, que j'ai quitté la Belgique, qu'il n'y a pas de barrière douanière. La CEDEAO, l'Union africaine, c'est sur du papier. Arrêtons cette hypocrisie et travaillons pour nos peuples. Voilà ce que je voulais dire.
Nous, on espère simplement. Dommage, David Eboutou, on a commencé cette émission avec un peu de retard. On aurait eu l'occasion de parler encore de panafricanisme et surtout de permettre à Charles Blé Goudé de nous exprimer vraiment les choses sur cette vision que sans doute vous partagez. Mais en tout cas, merci d'être venu. On va marquer, Christelle et les amis, une pause après cette première partie d'émission avec Charles Blé Goudé qui, vous l'avez vu, est très en forme. On va parler de quoi? On parlera évidemment de l'actualité politique parce que ça ne saurait être évité au cours de cette émission. Regardons le journal et retrouvons Charles Blé Goudé, le président du COJEP, dans un court instant. Enjeu Tombola, la rentrée du bonheur. Du 1er octobre au 30 novembre 2023, retourne à la Lonassi 3 tickets non gagnants d'une valeur minimale de 1000 francs CFA chacun et gagne jusqu'à 250 000 francs CFA au tirage au sort. Cumule le maximum de mise sur étoile 590 dièse ou sur www.lonassionline.ci et gagne un voyage touristique pour 2 personnes à Grand Bérébi. L'auto-bonheur, que du bonheur. Lonassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres de l'actualité. La AK continue d'assainir les systèmes nationaux de télécommunications. Après l'Internet araignée, place au canal araignée. La AK a alerté les populations sur ces pratiques illégales de diffusion et de distribution de chaînes des bouquets. L'exercice de ces activités sans autorisation est d'ailleurs passible d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5 à 20 millions de francs CFA. Un bateau de recherche et de sauvetage pour la Côte d'Ivoire. Les ONG Marins sans frontières et Sésame ont contribué à la réalisation de ce grand projet qui dote la police maritime nationale d'un outil majeur afin de garantir un service d'assistance en mer pour toute personne et bateau dans le besoin. Retour au calme en Sierra Leone après un dimanche marqué par de violents affrontements. Le président sierra-léonais a lui-même affirmé que le calme avait été rétabli après ce qu'il a qualifié de tentative de déstabilisation de l'État. Julius Madabio a également précisé que la plupart des responsables de l'attaque ont été arrêtés. Le système araignée dans le viseur de la AK. Après la vente de volumes data illégale, l'autorité de régulation des télécommunications s'attaque à l'exploitation sans autorisation du réseau de distribution des services de télévision par câble, fibre optique, ADSL et tout réseau multimédia. Une fraude dénommée Canal Araignée qui est passible d'une peine d'emprisonnement allant de 2 à 5 ans et d'une amende de 5 à 20 millions de francs CFA. La AK avertit aussi que des missions de contrôle inopinés seront organisés et les agents assermentés pourront procéder à la saisie ou à la mise sous scellé des équipements utilisés pour la distribution frauduleuse de chaînes. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'un bateau de recherche et de sauvetage remis à la police des affaires maritimes. Cette acquisition est le résultat des dons des ONG Marins sans frontières et ONG Sésame. Le bateau permettra entre autres d'offrir un service d'assistance en mer pour tous les navires au large de la Côte d'Ivoire. Il permettra le transport de patients des plateformes pétrolières vers une structure hospitalière sur terre. Et enfin, il permettra plus globalement d'aider toute personne et bateau ayant besoin d'assistance en mer. Plus de détails dans ce reportage d'André Assémian, Ahmed Badini et Armel Mendy. C'est le tout premier bateau de recherche et de sauvetage que reçoit la Côte d'Ivoire. Le Scala, tel est le nom de ce nouvel appareil réceptionné ce jeudi 23 novembre par la police maritime. Ce bateau permettra entre autres d'offrir un service d'assistance en mer pour tous les navires croisants au large de la Côte d'Ivoire. Il va aussi permettre le transport des patients des plateformes pétrolières vers une structure hospitalière sur terre et d'aider globalement toute personne et bateau ayant besoin d'assistance en mer. Une réalité possible grâce aux dons conjugués des ONG Marins sans frontières et ONG Sésame. Un geste qui s'inscrit dans une volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour assurer la sécurité maritime. Ce jour est pour nous
en tant que ONG Sésame, une occasion d'exprimer notre joie devant la grande famille des affaires maritimes et devant ce parterre d'illustres invités venus honorer de leur présence cette cérémonie de remise des clés du premier bateau de recherche et de sauvetage en Côte d'Ivoire. Nous savons que le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement font beaucoup pour le secteur maritime et portuaire. Nous avons voulu, par cette vedette, contribuer à cet édifice que vous avez déjà construit. Ainsi, face au développement et au dynamisme des activités économiques et maritimes de ces dernières années dans le pays, les défis de sécurité et de sûreté maritime se sont accrus. Avec la recrudescence de certains accidents de navires de pêche, les moyens d'assistance et de secours aux usagers de la mer se sont avérés limités selon la direction des affaires maritimes. Ce nouveau bateau de recherche et de sauvetage vient donc à point nommé. Compte tenu de l'importance et de la densité du trafic maritime mondial, et plus particulièrement dans le golfe de Guinée, des organismes privés, indépendants et autonomes sont de plus en plus sollicités en soutien aux États. Je suis particulièrement fier de ce partenariat qui permettra d'appuyer les efforts de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires dans sa mission de sauvetage en mer. Je reste convaincu que ce navire sera un atout majeur pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et qu'il permettra de renforcer la sécurité maritime en Côte d'Ivoire. Après Abidjan, la seconde ville portuaire de San Pedro pourrait bénéficier aussi dans les prochains mois d'un autre bateau de recherche et de sauvetage en vue d'élargir la sécurité maritime du pays. Affaire maritime toujours, la situation de la criminalité maritime préoccupe les États membres de la CEDEAO alors que la menace terroriste dans les États du Sahel impacte la sous-région. Les ports et même les navires pouvant être utilisés par des terroristes pour mener à bien des opérations dangereuses. L'Institut de sécurité maritime interrégionale et ses partenaires veulent former les marins sur la gestion des scènes de crimes maritimes. Une formation a été initiée dans ce cadre. Pendant 5 jours, ce sont plus d'une vingtaine de marins qui prennent part à cette rencontre. Francis Kofi était présent au lancement de la formation, suivant son reportage commenté par Armel Mendy. Alors que l'espace maritime du golfe de Guinée est menacé par diverses activités illégales et parfois par le terrorisme, qui mettent en danger non seulement le développement économique de la région et les moyens de subsistance des communautés locales, ce matin, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de Yopougon, une vingtaine de militaires marins des États du Golfe de Guinée sont en stage de formation sur la gestion de scènes de crimes maritimes. Quand nous appréhendons, les autorités appréhendent les criminels, il faut pouvoir prouver leur délit ou bien leur crime. Et par le passé, on a été confronté au fait que il y a eu des pays, même des pays européens, qui ont appréhendé des criminels, mais qui n'ont pas pu prouver leurs crimes et qui ont dû les libérer. Voilà. Et pour prouver qu'on appelle la culpabilité de ces personnes-là, la première étape, le premier stade, c'est la scène de crime. Et nous, ici, nous sommes dans le domaine maritime. Vous imaginez la difficulté d'une scène de crime maritime. Et c'est pour ça que nous avons estimé que il était important de faire cette formation-là. L'objectif visé par cette formation initiée par l'Institut de sécurité maritime interrégionale est de faire appliquer aux premiers intervenants sur scène de crimes des mesures de protection et d'anticontamination appropriées pour éviter le plus possible d'altérer la dite scène et les indices matériels. Elle se fait en collaboration avec l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme et avec les experts de la police nationale ivoirienne. C'est l'occasion de pouvoir inculquer déjà les notions de base d'une bonne gestion des scènes de crime à nos participants, qu'ils aient tous les bons réflexes pour pouvoir identifier les éléments de preuve trouvés sur les scènes de crime, les sauvegarder, les collecter dans les bonnes pratiques que nous allons leur enseigner, afin que tous ces éléments de preuve-là puissent servir à pouvoir mener les procès. La situation de la criminalité maritime qui prévaut sur l'espace maritime des États de la CEDEAO se déroule dans un contexte marqué par le terrorisme dans les États du Sahel. Les ports et même les navires peuvent devenir des lieux de commission de crimes et de délits. Cette formation qui se tient sur 5 jours vient à point nommé renforcer les capacités de ces marins en matière de sécurité maritime et sûreté portuaire.
Un centre dédié au métier de la boulangerie et viennoiserie, fruit d'une collaboration entre 3 entreprises. L'école a récemment ouvert ses portes dans la commune de Marcory. Elle a pour ambition de former des professionnels, des champions locaux, afin de fournir des produits de qualité et aussi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des acteurs du secteur. Présentation de l'établissement dans ce sujet de Sandrine Quadio, Wilson Hendry, commenté par Armel Mendy. Marcory Zone 4, nous sommes dans la rue Edison. C'est dans cette rue que se trouve le centre de métier de boulangerie de Côte d'Ivoire, CMBCI. Ce centre de formation certifiante et qualifiante en boulangerie et viennoiserie est le fruit du partenariat de 3 entreprises du secteur désireuses de rehausser le niveau et la qualité des produits boulangers et viennoisiers dans le pays, mais aussi améliorer les conditions de vie des personnes travaillant dans le secteur. Et donc notre but, c'est de former de vrais boulangers artisans pour le marché ivoirien. On pense que ça apporte des solutions à plusieurs niveaux, donc aux besoins de renforcement de compétences, aux besoins de production de produits de bonne qualité pour les consommateurs, aux besoins d'améliorer l'attractivité même de la filière pour les travailleurs, pour les clients, pour les consommateurs. Ce bâtiment flambant neuf s'est révélé être le lieu idéal pour célébrer l'art ancestral de la boulangerie. Les invités, dont des représentants du gouvernement, des entrepreneurs et des passionnés de cuisine, ont visité les différents laboratoires de cuisine lors de la cérémonie d'inauguration. Dans cette salle, nous retrouvons Xavier, formateur dans ce centre. Il est dans ce domaine depuis maintenant 14 ans. Aujourd'hui, il donne des cours sur la préparation des croissants. On va faire des coupes. Les coupes, c'est un peu les dérivés, tout ce qui est dérivé de la pâte à croissant. D'accord? Donc là, on procède par des tourages. D'abord, on réalise la pâte. Ensuite, on incorpore le beurre à la pâte. Le CMBCI est doté d'un matériel de dernière génération pour une formation qualifiante et certifiante. Nous, ici, on n'est pas allé sur la base de dire qu'il y a des boulangeries qui n'ont pas tel type ou tel type de matériel. L'idée pour nous, c'est que quand l'élève quitte notre centre, aucun matériel ne puisse l'impressionner. D'accord? Les raisons pour lesquelles aussi nous faisons venir au sein de l'établissement des chefs d'entreprise, des propriétaires de boulangerie qui viennent voir un peu à quel type de matériel ils ont affaire. Les véritables stars de l'événement étaient cependant les apprentis boulangers qui ont démontré leur talent en direct. Des démonstrations ont permis aux visiteurs de se familiariser avec les techniques de pétrissage, de façonnage et de cuisson du pain. Le point culminant de cette inauguration a été la dégustation d'une variété de pains fraîchement préparés par les apprentis. Les invités ont également pu déguster une sélection de pâtisseries mettant en avant la diversité des compétences enseignées dans ce centre. Et on passe à l'international. Relatif retour au calme à Freetown après une journée d'affrontements en Sierra Leone. La capitale a été le théâtre de violents affrontements après qu'une caserne ait été prise pour cible par des individus armés dont l'identité n'a pas encore été communiquée. L'armée nationale a dû prendre les choses en main alors que les autorités soupçonnent une tentative de déstabilisation du pouvoir en place. Le bilan fait état de 13 morts dans les rangs de l'armée loyaliste. Ce lundi, au lendemain de cette attaque, donc, le gouvernement a décidé d'alléger le couvre-feu illimité décrété la veille. Il se tiendra désormais de 21h à 6h du matin jusqu'à nouvel ordre. À peine annoncé et déjà contesté à Madagascar, un opposant candidat à l'élection du 16 novembre dernier demande l'annulation du scrutin. Siteni Randriana Soloniako a déposé un recours en annulation pour fraude auprès de la Haute Cour constitutionnelle. L'opposition malgache regroupée au sein d'un collectif avait déjà annoncé vendredi dernier qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Pour rappel, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a annoncé la victoire du président sortant Hans Razoel avec 58,85% des voix. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Le Grand Talk se poursuit dans un instant. Et l'information revient demain dans le 12h45. Bonne suite des programmes et bonne soirée sur Live Télé.
savez, dans la vie, il y a des gens très pudiques, comme Kevin Aubin et moi-même. Oui, oui, c'est mon intuition, je dis ce que je veux. Tu n'es pas Fabrice Réunion. Quand ton salaire soit mérité, la fois attraper tes fiches. Ça m'est fatigué cette histoire-là. Ils sont influenceurs, personnages publics, stars des réseaux sociaux et ils ont des milliers d'abonnés. Eux, ce sont les TikTokers. La plupart des gens qui vendent ce genre de médicaments, que ce soit ça ou que ce soit un médicament de certaines maladies dangereuses, c'est des personnes qui ont été victimes. Quand tu es venu dire ça là, il n'est pas gâté. Faut dire quelque chose sur lui aussi. Non, moi je fais pas ça. Je suis un ami loyal. Qu'importe ce qui arrive, je ne dirai rien sur mon ami. Tous les week-ends, Kevin Aubin et Brazinger partagent le micro avec les célébrités les plus en vogue de la toile et vous dévoilent les dessous derrière les likes et les paillettes. Tu sais faire. Il sait faire. Tu sais faire, Chana. Voilà, c'est juste le talent qui parle. Mais on vous colle les étiquettes. Hi, tu peux pas trouver, tu vas te lever comme ça le matin. Kevin, tu te lèves matin. Même si tu as les payer à Rachid même, ou bien c'est pas un petit truc pour vendre un peu, pour les devenir quelqu'un. C'est ce qu'ils ont dit. Tu vas voir l'argent un peu. Tais-toi. MMA, c'est quoi? Toi, tu peux faire ça. Mais c'est mieux. Mais c'est mieux. Pardon, c'est pas ça, oublié. TikToker, c'est samedi et dimanche à 19h, seulement sur Live TV. Et toi? Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. Un an après son retour, quelle est sa vision de l'actualité politique ivoirienne? Pour cette seconde partie, nous avons donc un autre set, un autre plateau. Herman Aboua, bonsoir. Isabelle, bonsoir, Daouda, merci d'être avec nous. Daouda, allez-y. Merci beaucoup. Monsieur Charles Blegoudé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Tout va bien. Je vais vous ramener 13 ans en arrière, lorsque vous étiez encore dans les méandres de l'exil, dans le confin du pays Ashanti. Loin de la douce affection des vôtres, votre ancien camarade disait ceci. Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment. Et ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrances à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui, là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un qui le rentre. S'il se reproche rien, qu'il le rentre. Maintenant, s'il se reproche quelque chose... S'il ne se reproche rien, qu'il le rentre, je pense que 13 ans après, les rôles se sont inversés, M. Charles Blegoudé. Quel conseil aujourd'hui vous avez à donner à votre ancien camarade? Non, je ne veux pas me mettre dans cette posture de celui qui donne des conseils. Mais on vous en a donné. Oh oui, je ne suis pas Guillaume Soro, je suis Charles Blegoudé. Et je connais les affres de l'exil. Je sais ce que c'est qu'être loin de son pays. Et je sais ce que Guillaume endure. Le moins que je puisse lui souhaiter, c'est qu'un cadre de dialogue soit créé pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que... Tout ce qu'on attend aujourd'hui comme bruit, ça n'a pas un autre objectif. Guillaume a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut juste que ça se fasse de manière paisible, avec un dialogue. C'est mon souhait. C'est ce que moi j'ai fait pour rentrer. Est-ce que je dois commenter ses propos? Non, je ne veux pas les commenter. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le vois en souffrance. Et je ne veux pas du tout être celui qui va lui donner des conseils ou être un revanchard parce qu'il a tenu ses propos. Il y en a même plus. Il y a d'autres. Mais je pense que ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'on tourne cette page et que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Très bien. Mais juste un dernier. Mais aujourd'hui, pour vous qui avez connu les affres de l'exil, un peu comme lui, en gros, quel exemple, quel best process vous pouvez lui donner simplement? Parce que vous êtes rentré par une manière. Comment est-ce que vous êtes rentré au pays aujourd'hui? La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays qui a eu des opposants à l'extérieur et qui sont rentrés par la suite. Je prends mon appui sur ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Nous sommes tous des acteurs majeurs de ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Qui est responsable, qui ne l'est pas. Moi, ma responsabilité a été située de manière judiciaire, je précise. Mais je ne parle pas de ce qui est factuel en Côte d'Ivoire. Mon pays a souffert. Tous, autant que nous sommes, nous devons tout mettre en œuvre. Notre ego d'écouter. Là où on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire, moi, mon ego disparaît. Il faut faire... on se moque de moi.
Quand j'attendais mon passeport, oh, il est mou, voilà, il pleure maintenant devant le gouvernement, c'est pas un garçon. Je leur ai dit qu'on n'a pas besoin d'être garçon ou d'être femme. Il faut juste regarder en face ce que le pays a vécu et savoir comment on participe à sortir de là. Ça, c'est moi, mon option à moi. Mais je ne peux pas me mêler de tout aussi. C'est pas parce qu'on a beaucoup de larmes dans ses yeux qu'il faut aller à toutes les funérailles. Il y a aussi ça. Mais vous souhaitez qu'il rentre et qu'il ait la même attitude que vous, d'humilité? Ah non, 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 non. Je n'ai pas d'attitude à lui conseiller. Je dis, à partir de ce que la Côte d'Ivoire a vécu, et quand on le regarde dans le rétroviseur de l'histoire, l'Europe a été construite sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Mandela sort de prison. Il embrasse tout le monde. Voici l'Afrique du Sud aujourd'hui. Voici le Rwanda. On ne parle même plus en termes de Tutsi ou de Hutu. Parce qu'il y a eu des dirigeants qui ont compris qu'il fallait mettre leurs ambitions, intérêts de côté et puis regarder le pays. Moi, je souhaite que, acteurs que nous sommes, on puisse mettre tout cela de côté, nos égos, nos ambitions personnelles, et puis regarder le pays. Quand le pays sera apaisé, chacun peut s'exprimer. Moi, je souhaite que Guillaume rentre. Mais je souhaite qu'il rentre dans un cadre de dialogue et de paix. Isabelle? Certains disent que Guillaume Soro est pour Alassane Ouattara, ce que vous êtes, par exemple, pour Laurent Gbagbo. Donc, vous ne voulez pas vous prononcer sur un jugement sur son exil, mais quel commentaire est-ce que vous faites sur son attitude vis-à-vis de son leader, qui est Alassane Ouattara? Je sais ce que Guillaume est en train de vivre. Je ne veux pas tirer sur une ambulance. Permettez que je ne commente pas cela. Quand vous dites que vous savez ce qu'il est en train de vivre. Mais parce que je vous dis que quand on n'a jamais traversé le désert, on ne connaît pas la valeur d'un verre d'eau. Quelqu'un qui est en exil, qui fait le tour de partenaires qui cherchent, il le dit lui-même, personne n'a voulu me recevoir, à part des régimes militaires. La question, c'est, nous tous qui sommes ici, qu'est-ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire? Laissons l'individu Guillaume de côté. Voyons qu'est-ce qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, moi je veux que les militaires dorment. Ou qu'ils ne soient pas en alerte 24 heures sur 24. Vous voyez? C'est pourquoi je souhaite que tout cela se règle par un dialogue. Si j'avais Guillaume au téléphone, je pouvais au moins lui parler. J'évite cela parce que quelqu'un qui est recherché, que vous appelez au téléphone, demain, s'il est arrêté, on dira que c'est votre faute. Mais avant cette période, est-ce que vous lui parliez? Vous voyez? Comment? Avant cette période, j'ai reçu Guillaume Soro à La Haye, vous savez très bien. Et avant même que je le reçoive à La Haye, on m'a montré cette vidéo. Il me dit, mais celui que tu vas recevoir, voici ce qu'il disait de toi. Je leur ai dit oui, mais tout le monde le rejette. Moi, j'ai bien envie de l'écouter. On a un passé qu'on partage ensemble. Il faut bien quelqu'un pour l'écouter. Il ne faut pas que tout le monde rejette l'autre. Donc, je l'avais reçu avant, on a échangé. Mais après, quand ça tombe dans une période de clandestinité que je connais, vous savez, c'est la manière de voler de l'épervier qui apprend au poussin à se cacher. Au quatrième proverbe. Donc moi, je sais ce que c'est. Toute ma vie estudiantine, j'ai été dans la clandestinité. Donc, je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses ici parce qu'il faut simplement souhaiter que le président Ouattara et le président Guillaume Soro, parce qu'il était président de l'Assemblée nationale, c'est pourquoi j'ai dit président, s'asseyent. Et puis, les Ivoiriens n'ont plus besoin de cette épée de Damoclès. Vous êtes là, vous n'êtes même pas en paix. On a l'impression que d'un moment à l'autre, la Côte d'Ivoire sera attaquée et qu'on va attaquer par-ci, par-là. On n'a plus besoin de tout ça. Merci, il faut bannir la culture des armes. Ça, c'était le chapitre. Et puis on va dialoguer. Ça, c'était le chapitre. Elle a peut-être une relance. Non, oui, parce que vous pensez donc que Guillaume Soro fait planer sur la Côte d'Ivoire le spectre d'un coup d'État? Ce n'est pas moi qui le dis. Même vous le pensez. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vrai, vous le dites. J'ai dit, madame, ici, nous sommes tous Ivoiriens. On a des oreilles, nous tous. Vous en avez aussi. Ce que j'ai dit là, vous le pensez aussi. Vous pensez que Guillaume Soro, d'un moment à l'autre, peut attaquer la Côte d'Ivoire. Vous le pensez également? Moi? Vous le pensez également? Mais c'est parce que je le pense que je dis qu'il faut éviter ça. Je ne dis pas que je le pense, les militaires le pensent, tout le monde le pense. Le porte-parole du gouvernement est venu, il a demandé à Guillaume de changer d'attitude. On voit comment les militaires sont mis en branle. Je viens d'en être victime. Moi, je viens d'en être victime. Vous pensez que c'est par rapport à lui que ça revient à votre métier? Je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, ce n'est pas tous les pagnes comme au soleil. Je suis leader, j'ai échangé avec des militaires, avec des autorités sécuritaires. Je sais ce qui m'a été dit. Je n'ai pas le droit d'en parler. Très bien. Herman, peut-être que votre page, on pourra le mettre au soleil. Il s'agit de la sécurité des Ivoiriens. Mais avant laissez tomber tout ça. Il faut créer un cadre de dialogue.
on va se parler, on va tourner cette page-là pour que, je veux dire, notre peuple soit en paix. Puisque vous parlez de page, il faut qu'on tourne la page. Et de paille aussi. La page Guillaume Soro pour aborder un autre axe dans cette émission. Justement, c'était une question que le premier plateau aurait peut-être pu poser. Je reviens là-dessus parce que ce n'est pas sorti. Au thème de votre congrès sur les mutations sociopolitiques et économiques en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, quelle est la position de Charles Blé Goudé, le leader politique, sur la question du franc CFA? C'est une question sensible. On parle de monnaie. Vous savez, et ça, c'est un sujet qui appelle à la souveraineté. La monnaie, la sécurité, ça me gêne que notre monnaie soit battue en France. Parce que je ne crois pas que la monnaie de la France soit battue en Mali ou ailleurs. Toujours est-il que mon souhait, c'est que les politiques soient adaptées aux réalités actuelles. Tous ces accords qui ont été signés d'il y a 50 ans, d'il y a 60 ans, doivent être revus. Ce qui est bon, on le conserve. Ce qui ne l'est pas, on l'améliore. Donc pour la monnaie? Pour la monnaie... On change de monnaie? Oui, il faut changer de monnaie. Expliquez. Pas en termes de... Ça s'appelle CFA, ou pas en termes d'appellation ou de terminologie. Mais aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'être elle-même. Même le CFA. Un Camerounais qui quitte le Cameroun, quand il arrive en Côte d'Ivoire, le franc CFA camerounais n'a pas de valeur ici. Même en France, où cette monnaie est battue, quand vous quittez la Côte d'Ivoire, vous arrivez avec le CFA en France, ça n'a pas de valeur. Est-ce que vous pensez... Il faut revoir tout ça. Au-delà du CFA, il y a des pratiques, des politiques, il y a des partenariats, il y a des accords qui ont été signés d'il y a des années et des années. Les populations ont changé. Les mentalités ont changé. Les besoins ont changé. Celui qui ne s'adapte pas, il a appelé à disparaître. À propos de cette monnaie, il faut simplement adapter tout ça. Est-ce qu'on va dans le bon sens avec cette affaire de monnaie de la CEDEAO, d'ECO? Est-ce que vous en savez quelque chose? Vos experts ont-ils travaillé, réfléchi là-dessus ou pas? Mais bien sûr, que chaque jour, nous réfléchissons même avec nos amis africains qui sont venus. La question du CFA a été posée sur la table. Notre position est de ne pas y aller brutalement. Notre position est de ne pas avoir une démarche de rejet. Notre position est qu'il faut poser cette question sur la table. Ceux qui aujourd'hui ont eu l'habitude jusque-là de battre cette monnaie, de la gérer à notre place, leur faire comprendre que ce n'est plus possible. On n'a pas besoin de leur crier dessus pour leur dire. On n'a pas besoin de les rejeter pour leur dire. On doit leur dire que ceux qui hier avaient signé ces accords, la plupart sont décédés. C'est ça. Ils ne sont plus sur cette terre. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que cette histoire de monnaie a peut-être fait trembler certains régimes, donc justement, certains dirigeants africains hésitent d'aller franco avec ce problème-là? Non, les dirigeants n'ont pas besoin de trembler. Ce n'est pas leur monnaie à eux en tant qu'individus. Ils sont élus pour un peuple. Ce peuple-là voit les choses autrement. Ils peuvent approcher nos partenaires et leur dire, écoutez, les regards ont changé. Je peux vous dire aujourd'hui, pour des informations auxquelles j'ai accès, on n'est pas loin de là. On n'est pas loin de quoi? On n'est pas loin de changer le CFA, on n'est pas loin de changer le regard qu'on avait sur l'Africain, on n'est pas loin de voir l'Africain autrement. Je n'en dirai pas plus, mais je peux dire que nous sommes en train d'être entendus. Bon. Ok, très bien. Permettons à Daouda juste de relancer et puis après on revient à vous. Monsieur Charles Blé Goudé, qu'est-ce que en fait vous pensez de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire à 2 ans des élections et quelle analyse vous faites des 2 mandats, ou bien les 2 mandats, le premier mandat de la 3e République d'Alassane Ouattara? Tout ça, ce sont des slogans. Le moins que je puisse vous dire, quand quelqu'un est dans une situation, il peut l'accepter. Mais quand il n'y a aucune possibilité d'espoir d'en sortir, vous lui offrez toutes les possibilités et ce n'est pas bien. C'est pourquoi l'alternance est ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. On vient au pouvoir, on organise des élections de manière transparente. Ceux qui veulent participer, y participent. Et puis après, vous voyez que le pays est décrispé. Mais votre avis est demandé justement. Oui, je suis en train de venir. Oui, je n'ai aucun avis à émettre sur ça. Qu'est-ce que je pense du 3e mandat? On est en plein dedans. Je ne parlais même pas du 3e mandat, M. Charles Blé Goudé. J'ai dit comment est-ce que vous évaluez la situation sociopolitique et quel bilan vous faites de la mandature de Alassane Ouattara? Laissons le 3e mandat. Vous voulez parler d'un bilan à mi-parcours? Pas à mi-parcours, à 2 ans d'une élection. Oui, c'est ça, à mi-parcours. C'est 5 ans en Côte d'Ivoire. Moi, je salue d'abord les infrastructures.
je vois des ponts que la Côte d'Ivoire est en train de connaître. Et puis, que les Ivoiriens saluent ces ponts-là. Vous savez, Paris est traversé par 37 ponts. Londres est traversé par 33 ponts. Ce n'est pas Winston Churchill qui a construit tous les ponts. Ce n'est pas Charles de Gaulle qui a tout construit. Chacun vient, il fait sa part et il part. Un pont ne donne pas droit à 10 mandats. Un pont, on le salue parce que le président qui est là, il a bien travaillé. Vous pensez que les infrastructures S'il vous plaît. Oui, mais j'atterris rapidement, Vous pensez que les infrastructures qui sont en train d'être faites seront peut-être prétexte à demander encore des mandats? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est une question que je vous pose. Mais ce n'est pas moi qui le dis, Christelle. Le jour de l'inauguration du pont, le président de la République a dit que ce pont donne droit à plusieurs mandats. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Moi, je cite. C'est pourquoi je dis... Et c'était ironique. Chacun vient, il construit, on le salue, on célèbre ce qu'il a fait. Parce qu'il marque. Mais il le disait avec sourire. Non, vous n'allez pas interpréter ça à sa place. C'est une question, c'est une supposition. C'est pourquoi je dis, moi je salue d'abord cette construction de ces infrastructures. C'est bien pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens en sont fiers. C'est comme les stades que je vois. Ça ressemble aujourd'hui à des stades qui étaient en Europe. C'est comme les plateaux que je vois aujourd'hui. C'est des plateaux qu'on ne voyait pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, ça c'est ce qu'il a fait. Moi je salue ça. Ce que je peux lui demander, c'est de libérer un peu sur la liberté. C'est-à-dire? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour moi, les libertés sont un peu remises en cause. C'est mon avis à moi. Tout à l'heure, vous m'avez dit, parce que vous êtes condamné à 20 ans, alors c'est pourquoi on a annulé votre meeting. Tout ça, c'est pas de bon augure. Voilà, les infrastructures, c'est bon. Maintenant, on va investir, parce qu'un homme qui est opprimé ne peut pas produire. Charles Blegoudé, un leader politique de votre stature, quand vous dites que les libertés publiques ne sont pas... Est-ce que vous pouvez quand même nous donner des éléments un peu plus factuels? Mais je ne vais pas aller chercher loin. Exemples. Mais je ne vais pas aller chercher loin, monsieur. Moi, j'ai été transféré à La Haye par les autorités de mon pays pour répondre des faits liés à la crise post-électorale. Disons-le comme ça. Parce que, selon ce qui a été dit à mes avocats, les juridictions de la Côte d'Ivoire, en ce moment, ne pouvaient pas me garantir un procès équitable. C'est ça. À La Haye, je suis acquitté. Après l'acquittement relatif à ces faits-là, je suis condamné pour les mêmes faits à 20 ans en Côte d'Ivoire. C'est pas bon. Mais vous avez dit que ça allait peut-être faire l'objet d'un règlement non, politique. laissez ce que moi j'ai voulu que ce soit. Venons dans ce qui est factuel. Vous m'avez demandé de donner un exemple précis de comment les libertés sont mises en danger. Je viens de vous donner. Ne m'amènez pas sur un commentaire des textes. Non, je reviens sur votre propre commentaire. Vous avez dit, vous êtes sûr que sûrement, ça va faire l'objet d'un arrangement politique, d'où votre slogan « 2025 ne se fera pas sans moi ». Bien sûr, bien sûr. Maintenant, je reviens, comment c'est mis en danger. Je lui donne un exemple précis, je n'ai pas cherché ailleurs. Très bien, c'était un bel exemple. Herman Charles Blegoudé, votre avis sur la façon avec laquelle on est passé du gouvernement Hachi au gouvernement Mambé, ça intéresse. Non, c'est pas pour vous embêter. Non, allez-y. À votre avis, avec votre œil de politique averti, peut-on dire que le président Ouattara s'y est bien pris? Mais j'étais sur le plateau de vos confrères, ailleurs. Lorsqu'ils m'ont soumis à une rubrique qui était dans la tête du président. C'est ça. J'étais celui qui a dit que la carte Hachi était usée. À un moment donné, il faut renouveler. Parce que le président approche 2025, que ce soit pour lui-même ou pour son équipe, je serai à sa place, que j'avais besoin de renouveler, de donner un peu de fraîcheur et de nouveau, de quelqu'un qui peut m'aider à entrer dans un milieu. Begué Mambé n'a pas été choisi au hasard. La moitié de la population de l'électorat se trouve en Côte d'Ivoire. Les Hébriers sont ici. Donc moi, je pense que tout ça, c'est des choix tactiques. Donc c'est comment appréciez-vous les premiers pas du Premier ministre Mambé? Vas-y. Non, il a à peine été nommé. Il faut laisser ce monsieur faire ses pas. Il ne faut pas compter toutes les gouttes d'eau. Voilà, lui seul sait ce qu'il fait. Et il faut laisser aussi celui qui vient à peine de le nommer essayer d'apprécier les gouttes d'eau. Vous savez, celui qui a été au Marigot lui-même, avec ce son d'eau, il connaît la valeur de chaque goutte d'eau dans son seau. Très bien. Très bien. Alors, Isabelle, et on reviendra sur... Vous voulez être président de la République de Côte d'Ivoire un jour, et pourtant, certains estiment que votre démarche, en tout cas, est illisible. Vous soutenez tout le monde sous le prétexte de la réconciliation. Vous cherchez à avoir une solution politique. Peut-être est-ce pour cela que vous surfez justement sur cette réconciliation. Est-ce que ce n'est pas une démarche plutôt alimentaire? Merci, madame.
Vous parlez à Charles Blegoudé, pas à quelqu'un d'autre. Tout le monde n'est pas à vendre dans ce pays. Je vous le répète, et je vous regarde droit dans les yeux. Vous parlez à Charles Blegoudé, pas à quelqu'un d'autre. J'ai été à la CPI. J'ai fait face aux juges de ce monde, les plus célèbres, les plus rigoureux. Je suis revenu en Côte d'Ivoire, je n'ai rien négocié. Non, tout le monde n'est pas alimentaire. J'ai juste fait un diagnostic. J'estime que le peuple de Côte d'Ivoire a été traumatisé. Il faut essayer de l'apaiser, pleurer avec ceux qui pleurent. Maintenant, le seul juge, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est que des gens sont assis dans leur salon, ils ont leur agenda, ils partent de leurs suppositions, ils transforment leurs suppositions en vérité et leur vérité en loi selon laquelle nous, on doit vivre. Non, mon parti est derrière moi. Ce que je fais, est ce que mon parti m'a demandé de faire. Le jour où il sera question d'aller solliciter le suffrage des Ivoiriens, je vous invite sur ce plateau à m'interroger sur toutes les questions. On me demande même où est son projet de société. J'allais y arriver justement. Mais je ne vais pas vous le donner. On parle de vie chère. Quelle est la contribution en tant qu'opposant que vous pouvez faire? Isabelle, juste avant la vie chère, et lagons toutes les questions politiques. Voilà, alors revenons sur, parlons du PDCI. On a le retour de Thiam, qui jasait beaucoup. On aura un congrès le 16 décembre. Quel est votre avis un peu sur tout ce qui se passe au niveau du PDCI, les différents candidats, et puis le point Thiam particulièrement, puisque cela cristallise l'attention? Le 24 novembre 2023, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, dont je suis le président, était un congrès. Vous avez entendu le PDCI faire des commentaires? Non. En Côte d'Ivoire, on aime se mêler de tout, même de ce qui ne nous regarde pas. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de larmes dans les yeux, il faut aller à toutes les funérailles. Ça concerne le PDCI-RDA. Un parti libre, responsable, qui est en train de chercher à choisir celui qui, après le président Bédié, peut redonner un peu de fraîcheur à leur parti pour pouvoir avoir un champion. Ça les concerne. Très bien. Allons plus loin. Attendez, allons plus loin. Peut-être 2025. Sur ça, quand même, sur ça, on va rester dessus. Le PDCI est un parti quand même important. Et vous êtes un homme politique. Vous avez votre avis à donner. Ne pas commenter, ça peut paraître une sorte de... fuite en avant. De fuite en avant. Ensuite, quand même, c'est un parti important. Exactement. Bien sûr que mais le PDCI est un parti important. Le RHDP sort du ventre du PDCI-RDA. Oui. Nous tous, quand on était jeunes, on a entendu parler du PDCI-RDA. Donc il ne s'agit pas d'importance ou de non-importance. Il s'agit ici de ce qu'un parti va au Congrès, il y a des candidats en compétition, vous me demandez de faire un commentaire. Je ne suis ni électeur, ni membre du PDCI-RDA. Est-ce que vous pouvez au moins permettre qu'en Côte d'Ivoire, on ne se mêle pas du tout? Maintenant, quand le PDCI a fini son congrès et qu'un champion est choisi, qu'il déclare sa candidature à la présidentielle, en ce moment-là, lui et moi, on peut parler. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble? J'insiste sur la question. Je vais insister sur la question, Charles. Pourquoi? Parce que vous dites 2025 ne se fera pas sans vous. Tout à fait. Et nous sommes dans l'antre de 2025. Parce que 23 prépare 25. Et on sait très bien que tout ce qui se passe au PDCI, c'est pour peut-être vous affronter demain pour 2025. Il faut bien avoir un mot à dire sur les potentiels. Est-ce que le potentiel président peut-être? Ou allez-vous envisager une alliance, pourquoi pas, avec le PDCI en 2025? Enfin bref, on aimerait avoir votre avis sur la question. Et Dieu merci, vous avez commencé à répondre. On ne parle pas à la place des autres. Le PDCI-RDA est en deuil. Le PDCI-RDA a perdu son président, le président Henri Konan Bédié. Un homme que j'ai connu dans ces derniers moments. Un homme bon, un homme qui était une richesse pour la Côte d'Ivoire. Le PDCI aujourd'hui cherche ses marques pour se réorganiser, pour se reconstituer. Évitons de lui faire un procès. Laissons le PDCI se réorganiser tranquillement. Une fois qu'il aura sorti un président, on peut parler en président. Très bien. Voilà. Moi, je suis président d'un parti. Les gens sont en train de s'organiser. Laissez-les. Et en ce moment, on pourra parler après d'alliance ou pas. On s'achemine vers la fin de l'émission. On va permettre aux réagir. Quand vous étiez dans la tête du président, vous avez dit que vous verriez Tidjane Thiam comme Premier ministre. Et finalement, est-ce que vous le verrez président ou pas? Ou toujours Premier ministre? Il faut qu'on termine sur cette question, un peu d'essayer. Une question m'a été posée. Je parlais de Tidjane Thiam comme technocrate. Les gens n'ont pas vu ça. Hein. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est que non, il ne peut pas faire un bon président parce qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas revenir sur ça. Je lui présente d'abord toutes mes excuses.
s'ils ont mal pris cela. Et je ne veux pas aller plus loin que cela, parce que je ne veux pas cristalliser les positions inutilement. Très bien. Voilà ce que le temps pour ça va arriver. Daouda. M. Charles Blé Goudé, dernièrement, votre père était à la Kota. Je pense que, comme c'est le père, vous êtes au courant qu'il était de l'autre côté. Donc, sûrement, il a fait une sortie qu'on a tous entendue, comme moi. Je sais que vous n'avez pas, même si vous avez beaucoup de larmes, vous n'avez pas parti aux funérailles, vous pleurez là-bas. Mais concrètement, c'est votre père. Cette fois-ci, c'est du père qu'on parle. Quelle analyse? Surtout sur cette affaire de Steve Biko, parce que tout le monde sait les propos qu'il a tenus, et on a vu la sortie de l'ancien président de la République. Quel commentaire vous faites? Parce que là, on est vraiment dans un sujet de gestion de l'État. Vous avez parlé de mon père. Je me suis interdit de le contredire publiquement. Donc vous n'êtes pas d'accord avec lui? Monsieur Charles Blé Goudé, je pense que, franchement, vous avez fait la langue de bois sur ce plateau à tout moment. Pour une fois, répondez, ne vous cachez pas derrière notre proverbe. Non, je ne vais pas me cacher derrière un proverbe. Le président Gbagbo allait faire un meeting au nom du PPAC. Il a abordé des sujets qui lui semblaient d'actualité. Vous me demandez sur ce plateau, qu'est-ce que j'en pense? Je dis que je ne commande pas cela. Okay, maintenant, si vous m'interrogez sur l'individu Steve Biko lui-même, on peut parler. Allons-y sur Steve Biko. Oui. Steve Biko a été arrêté. C'est un individu très impoli, mal éduqué, qui se permet d'insulter des autorités. Steve Biko allait jusqu'à insulter l'intimité d'une première dame. C'est un problème d'éducation à régler. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a une caméra devant soi qu'on peut dire n'importe quoi. On a une société à éduquer. Vous comprenez? Donc il faut savoir utiliser Internet. Très bien, on va aller très vite. Oui. Moi, j'aurais jamais demandé la libération de ce monsieur. Parce que je suis même en procès avec quelqu'un d'autre. Et pour cela, on ne peut pas rassembler tout et n'importe quoi. Donc l'État a eu raison de faire arrêter Steve Biko. Ah non, ce n'est pas à moi de juger ça. L'État sait pourquoi il a arrêté Steve Biko. Mais vous êtes d'accord avec... pas à ça. Non, vous êtes d'accord avec cela? Avec quoi? Avec le fait que Steve Biko a été arrêté, parce qu'il aurait été impoli selon vous. L'État vous a-t-il donné les raisons pour lesquelles il a arrêté Steve Biko? Vous avez commenté tout à l'heure et je m'appuie sur vous ne m'avez pas demandé pourquoi l'État l'a arrêté. Vous m'avez demandé ce que je pense de lui. C'est ça. Oui, et voilà. Maintenant, si vous voulez vous servir de moi pour justifier l'arrestation de Steve Biko... On comprend bien votre point de vue sur Steve Biko. Herman, allez-y. Moi, je vais revenir un peu. On vous voit régulièrement dans vos plantations, dans vos fermes, vous appréciez vos animaux, ça c'est bien. Charles Blé Goudé, selon vous, pourquoi la Côte d'Ivoire ne parvient-elle pas à être autosuffisante en matière alimentaire? Parce que... Avant, moi je voulais lancer un appel à nos frères. Oui. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. On a un pays à construire. Donnons-nous une ligne à ne pas franchir dans nos propos sur les réseaux sociaux. Parce que cela dépeint un peu sur l'image de notre pays. C'est ce que je voulais dire. On vous invente même souvent une vie qui n'est pas la vôtre. Juste parce qu'on a une caméra. Et ça, je ne suis pas d'accord là-dessus. Pour revenir à ma question... Non, on va laisser notre invité... pour revenir à ma question, moi je suis pour que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante. En matière de riz, en matière de tout ce qu'on consomme. On dépend en 60% de l'Inde en matière de riz. 2,4 millions en matière de besoins. On était à 1,2 million. Maintenant, on tend vers 1,4 million de production. Le manque à gagner, il faut le produire. Mais il faut d'abord saluer l'évolution, parce que ça évolue. On était à 1,1 million, on est arrivé à 1,2 million. Aujourd'hui, on a 1,4 million de production. Il reste 1 million de tonnages à atteindre. Mais il faut libéraliser, il faut encourager la production locale. Parce que nous avons une bonne pluviométrie. On a près de 850 000 hectares érables, aménagés. Il faut le lancer, parce que ça peut produire, à mon avis, des emplois directs et des emplois indirects. Tout cela, c'est une question de vision. Au moins Blé Goudé, au pouvoir, la Côte d'Ivoire serait autosuffisante. Déjà 2025. Je vais lancer une vaste politique de riziculture en Côte d'Ivoire. C'est bien que sur ça, on ait terminé votre propos sur cette question avec une vision. On espère simplement que vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau pour partager cette vision. Mais avant, terminons quand même avec une question sur la CAN. La Côte d'Ivoire sera l'hôte de cette compétition passionnante pour tous les Africains. L'homme politique que vous êtes, le patriote que vous êtes, comment vous appréhendez ce moment pour la Côte d'Ivoire? Et que comptez-vous faire avec votre projet? C'est un grand moment. C'est un grand moment. C'est une grande vitrine. Partout où vous allez dans le monde, quand des questions comme celle-ci qui engagent l'image du pays se posent, on met en parenthèse tout ce qu'on avait comme petit conflit entre nous.
pour mettre au devant notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette CAN, ce n'est pas la CAN du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas la CAN du RHDP. C'est la CAN de toute la Côte d'Ivoire. Moi, je demande aux Ivoiriens de tout mettre en œuvre pour que ceux qui vont venir ici trouvent une Côte d'Ivoire qui offre une bonne image d'hospitalité. Nous sommes un pays d'hospitalité. Et je souhaite que tout se fasse pour qu'il n'y ait pas de quoi que pendant que d'autres regards sont là. C'est mon message à tous les Ivoiriens. Donnons-nous les mains, serrons-nous les coudes pour que notre pays soit bien vu à l'issue de cette CAN. Et bien entendu, mon souhait, c'est que les Ivoiriens prennent la coupe. Très bien. Pour la chute de ce programme, parlons un peu de ce qui s'est passé récemment dans votre ancienne... voilà, à l'université. Vous étiez président de la FESI et encore la FESI... Secrétaire général. Secrétaire général de la FESI et encore on parle de violence justement de la FESI à l'université. Réaction rapide? Oh, ça fait 23 ans, jour pour jour, que je suis plus à la tête de la FESI, mais bon, peut-être que j'ai tellement marqué le mouvement qu'on me voit toujours étudiant. Mais dans tous les cas, il faut encourager nos jeunes gens à faire en sorte que l'étudiant reste l'étudiant. Vous n'avez pas de relation avec eux? Surtout qu'aujourd'hui, pardon? Vous n'avez pas de relation avec eux, les différents secrétaires, rapidement? J'en parle, je parle avec Makelele, je parle régulièrement avec lui, j'essaie de lui dire ce que je peux lui dire, mais on ne donne pas de conseils à son jeune frère sur des plateaux auquel quand on veut le livrer. Moi j'encourage sa démarche de pouvoir faire en sorte que la violence puisse disparaître des pratiques universitaires. On va à l'université pour étudier et j'aurai l'occasion de parler avec eux et je les encourage à faire en sorte que l'image puisse être redorée. Merci Charles Blé Goudet. Il y a un an, vous avez fait confiance à Live TV, parce que nous avons été la seule chaîne à s'être embarquée justement dans ce retour au pays natal. Il faut en parler parce que c'est pour nous, un an après, on accompagne la politique ivoirienne autrement. Et c'est ce que fait cette chaîne. Et merci de nous avoir fait confiance. Et ce soir, dans quelques minutes, à 30 à 40 minutes à peu près, nous allons voir en exclusivité justement les coulisses de ce retour de Blé Goudet, toutes les émotions, tout le propos que vous attachez justement à ce périple qui vous étiez engagé dans ce périple pour revenir en terre natale. En tout cas, merci d'être venu et de nous faire vivre cette soirée. C'est ainsi que nous vivons l'histoire de notre pays. Merci à Live TV de m'avoir accompagné de La Haye, d'Amsterdam, d'Accra. Je salue votre équipe avec laquelle on a vécu beaucoup de difficultés. Et votre équipe que vous avez dépêchée à La Haye, je voudrais ici la féliciter. Elle a travaillé d'arrache-pied. Ça, c'est une télévision professionnelle. À votre avis, Charles Blé Goudet, pour terminer, vous avez livré combien de proverbes, à votre avis? Pour terminer sur une note un peu... Là, ce soir? Ouais, ce soir. Peut-être 6 ou 7, je ne sais pas. 8, 9. Moi, j'en ai compté 10, on me dit 9. J'en ai compté 10. Moi, j'en ai compté 7. Ça aussi, ça veut dire que vous êtes très ancré dans notre culture. Merci de nous avoir fait vivre ce moment, Christelle. Oui, alors ce soir, juste après notre émission, on pourrait peut-être l'appeler Cahier d'un retour au pays natal. Donc, restez juste après ce programme avec Live TV pour voir un peu, comme il l'a dit, tout le routing de La Haye jusqu'en Côte d'Ivoire. Merci André. Merci. Daouda, Isabelle, Herman, Charles Blé Goudet. Messieurs, merci. Messieurs, dames, merci d'être venus. On se retrouvera donc demain pour une autre émission du Grand Talk. D'ici là, restez connectés. Ça sera Cahier d'un retour au pays natal pour Charles Blé Goudet. À demain.